Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une promesse qui a de quoi surprendre. Comment intégrer un système de paiement complet dans une application en juste 10 minutes? Bonjour, oui, 10 minutes, ça paraît presque trop beau pour être vrai. C'est ça. Et nos sources, justement, sont un mélange assez fascinant. On a d'un côté un guide technique très précis, presque une recette de cuisine pour développeurs, et de l'autre des analyses stratégiques, des mises à jour du projet, et même des débats assez passionnés au sein de la communauté. Absolument. Notre mission, c'est donc de partir de cette promesse technique des 10 minutes pour comprendre la vision beaucoup plus large qui se cache derrière. Pourquoi cette obsession de la simplicité est si cruciale pour l'avenir du réseau Pi? Bonne question. Alors commençons par le début. Cette histoire de 10 minutes, est-ce que c'est réaliste ou c'est juste un titre un peu accrocheur? C'est tout à fait réaliste et c'est précisément là que se trouve la clé de la stratégie. Le guide qu'on a décompose le processus, mais ce qui est important, ce n'est pas tant le comment que le pourquoi. D'accord? Le comment se résume à 3 concepts. D'abord, on déclare son application dans un portail de développeurs, un peu comme on enregistrerait une nouvelle entreprise. Ok, Et c'est là qu'on récupère une clé API, qui est en quelque sorte le mot de passe de l'application. d'accord. Mais même là, clé API, portail développeur, ça sonne déjà un peu intimidant pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Est-ce que c'est vraiment à la portée de n'importe qui ou est-ce qu'on s'adresse déjà à un public de codeurs? C'est une excellente question. Et la deuxième étape y répond en partie. Il faut utiliser ce qu'ils appellent un sandbox, un bac à sable. Un bac à sable, j'aime bien l'image. L'analogie est parfaite, hein. C'est un terrain de jeu sécurisé où les développeurs peuvent tester leur application avec de la fausse monnaie Pi. Ils peuvent tout casser, tout essayer sans aucune conséquence dans le monde réel. Ah oui, d'accord. Ça permet de s'assurer que le bouton de paiement fonctionne parfaitement avant de le proposer à de vrais clients avec de vrais pi. Un terrain de jeu pour être sûr de ne pas faire de bêtises avec l'argent des gens, ça se comprend. Et la troisième étape, c'est l'intégration elle-même, j'imagine. Exactement. Et c'est là que la magie opère, si on peut dire. Que l'on utilise des technologies comme Rails ou Next.js, l'idée est la même. Ils fournissent un kit de développement prêt à l'emploi, un SDK, Un SDK, et il faut voir ça comme un meuble en kit pour les paiements. d'accord. Plutôt que de devoir fabriquer chaque planche, chaque vis, on vous donne une boîte avec tout ce qu'il faut et un plan de montage très simple. Quelques lignes de code à copier-coller et le bouton est fonctionnel. Sans avoir à construire toute la plomberie complexe qui se cache derrière. C'est ça, la promesse des 10 minutes. Je vois. Donc, toute la complexité technique est volontairement cachée pour rendre la création d'une fonctionnalité commerciale quasi instantanée. On ne s'adresse pas qu'aux experts, mais à tous ceux qui ont une idée. Précisément. Mais cette facilité technique ne résout qu'une partie du problème. Créer une application, ça coûte de l'argent, non, Evelyne? Absolument. Et c'est l'autre barrière qu'ils viennent de faire sauter. Une mise à jour datée du 29 janvier 2026 dans nos sources est un véritable tournant. Ah, Auparavant, pour déployer une application ou même une simple mise à jour, les développeurs devaient payer des frais en Pi. Désormais, ce n'est plus obligatoire. Ils ont une alternative. laquelle? Regarder des publicités pour couvrir les frais. C'est fascinant. Donc, on supprime à la fois la barrière technique avec le meuble en kit et la barrière financière en remplaçant les frais par de la pub. On dirait qu'ils cherchent à créer une véritable armée de développeurs amateurs. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Et surtout, est-ce qu'on a des exemples concrets de personnes qui ont vraiment profité de cette accessibilité? C'est exactement ça. Et l'exemple le plus frappant que l'on trouve dans les sources est celui de Dushyant Kumar en Inde. Son histoire est emblématique. Racontez. Il n'avait aucune connaissance préalable en programmation. Zéro. Mais il a utilisé un outil de l'écosystème appelé Pi App Studio, qui est une sorte de fabrique d'applications simplifiée, pour créer une plateforme de commerce électronique. Attendez, un non-programmeur a créé une boutique en ligne. Qu'est-ce qu'il vend? Son projet est de construire une place de marché qu'il compare lui-même à Amazon pour vendre des téléphones portables qui seraient payables exclusivement en paille. Incroyable. C'est l'illustration parfaite de la stratégie d'utilité par la base. Chaque nouvelle application, même la plus modeste, créée par une personne comme Dushyant Kumar, ajoute une nouvelle raison d'utiliser le paille. C'est une brique de plus dans l'édifice. Cette approche change complètement la perspective. Une des analyses que nous avons va même jusqu'à faire une comparaison assez audacieuse en parlant de payer comme du prochain Google du Web 3. Oui, c'est une affirmation forte. Ça paraît énorme comme affirmation. Sur quoi se base cette analogie?
L'analogie repose sur la construction d'un écosystème intégré et, disons, fermé. Pensez à Google. Ils ont le système d'exploitation Android, le navigateur Chrome, le magasin d'applications Play Store. Tout est interconnecté. Voilà. Tout est interconnecté pour garder l'utilisateur dans leur univers. La stratégie de Pi semble similaire. Ils ont leur propre navigateur, le Pi Browser, qui n'est pas juste un navigateur web. C'est une porte d'entrée vers cet écosystème d'applications où l'identité de l'utilisateur et son portefeuille sont déjà intégrés nativement. D'accord, je vois l'idée. On construit un monde pas selon une monnaie. Mais pour que ce monde ait une vraie valeur, il faut que l'argent qui y circule soit réel et utilisable. Bien sûr, ce qui nous amène à une étape cruciale mentionnée dans nos sources, le lancement du Open Mainnet. C'est le moment charnière. Le lancement du réseau principal ouvert le 25 janvier 2026, c'est le passage de la répétition générale à la grande première. C'est-à-dire? Avant cette date, les pailles étaient des points dans une application, un système fermé. Après, ils deviennent de véritables actifs numériques sur une blockchain publique et décentralisée. On peut les envoyer, les recevoir, les utiliser dans des applications. Ok. C'est aussi à ce moment que des concepts comme le staking deviennent possibles, c'est-à-dire le fait d'immobiliser ces pailles pour aider à sécuriser le réseau et recevoir des récompenses en retour. C'est donc le moment où la promesse devient tangible. Mais les sources insistent beaucoup sur une condition, une sorte de ticket d'entrée pour participer à cette grande première. Oui, et c'est une condition non négociable, la vérification d'identité, le fameux KYC, Know Your Customer. Ah, le KYC. C'est martelé dans tous les documents. Sans avoir complété et validé cette procédure, les PI minés restent dans le système fermé. Ils ne peuvent pas être transférés sur le réseau principal et n'ont donc pas d'utilité réelle. C'est le sésame indispensable en fait. C'est le sésame, pour que la monnaie virtuelle devienne un actif concret. Donc, le réseau est en ligne, les transactions sont possibles pour ceux qui ont leur ticket d'entrée. Mais pour vraiment jouer dans la cour des grands et avoir une utilité au-delà de son propre écosystème, il faut pouvoir se connecter au reste du monde financier. J'ai vu une note qualifiée de nouvelle d'initié qui parle de l'USDT. Ah oui, De quoi s'agit-il? c'est potentiellement un développement majeur. L'USDT est un stablecoin, une crypto-monnaie dont la valeur est arrimée à celle du dollar américain. Un USDT vaut toujours environ $1. D'accord. La source rapporte que des tests sont en cours pour intégrer l'USDT sur le réseau d'essai de paille. Si cette intégration se concrétise sur le réseau principal, les implications sont énormes. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour un utilisateur comme Dushyant Kumar et sa boutique de téléphone? Pour lui, ça changerait tout. Son portefeuille Pi deviendrait un portefeuille multidevises. Il pourrait accepter des paiements en Pi, puis, s'il le souhaite, convertir instantanément une partie de ses gains en USDT. Donc une valeur stable équivalente au dollar. Exactement, directement dans son portefeuille. Ça lui donnerait une protection contre la volatilité du prix du Pi. Et plus largement, cela connecterait l'écosystème Pi à l'immense monde de la finance décentralisée, apportant liquidité et stabilité. Cette intégration avec l'USDT est une perspective puissante, car elle connecterait Pi au reste de la finance. Mais pour jouer dans cette cour, il faut une certaine stabilité. Et c'est là que le bas blesse quand on regarde l'état actuel du marché. Oui. Les sources mentionnent des inquiétudes bien réelles au sein de la communauté. Oui, et il ne faut pas l'ignorer. Une des analyses pointe une chute de la valeur du Pi de près de 90% sur la dernière année. C'est une baisse considérable qui génère forcément de l'anxiété. 90%, c'est énorme. C'est énorme. Il faut cependant remettre cela dans son contexte SAM. Cette période a été marquée par une tendance baissière générale sur l'ensemble du marché des cryptos, alimentée par des incertitudes réglementaires et une conjoncture économique tendue. Le Pi n'est pas un cas isolé, mais il subit de plein fouet cette tendance. Et c'est précisément dans ce contexte de prix de marché décevant qu'émerge un débat interne absolument fascinant sur la nature même de la valeur. Une partie de la communauté semble dire « le marché a tort, c'est nous qui allons décider de la valeur ». Parlez-moi de ce mouvement, le GCV. Le GCV, ou Global Consensus Value, est un mouvement social très puissant au sein de la communauté. L'idée, comme l'explique une source, c'est que la valeur d'un Pi ne devrait pas être dictée par les plateformes d'échange et les spéculateurs, mais par un consensus démocratique de millions d'utilisateurs. Une sorte de reprise de pouvoir? C'est ça. Pour eux, c'est un acte de reprise de pouvoir face à un système financier qu'ils jugent injuste. Ils promeuvent donc une valeur de consensus. D'accord. Mais à combien s'élève cette valeur de consensus? C'est là que ça devient vertigineux.
Le chiffre qui revient constamment est de 314 159 $ par pi. Pardon? Oui, 314 159 $. Un clin d'œil mathématique au nombre pi. Attendez, plus de 300 000 $ pour un seul pi? C'est une somme astronomique. Il faut une foi inébranlable pour croire à un chiffre pareil. C'est le mot, la foi. Comment est-ce qu'il justifie une telle évaluation au-delà de la simple conviction collective? La source qui défend cette idée est très passionnée. Elle la décrit comme un rêve partagé par des millions de pioneers. Pour ses partisans, douter du GCV, c'est manquer de foi dans le projet lui-même. C'est une lutte idéologique. Je vois. Mais de l'autre côté, d'autres analyses, plus pragmatiques, expriment une crainte. Elles redoutent que ce discours, jugé totalement irréaliste par les observateurs extérieurs, ne fasse fuir les investisseurs et les entreprises sérieuses. C'est un vrai dilemme. L'argument, c'est que si vous êtes une entreprise cherchant à intégrer un système de paiement, une monnaie dont la communauté revendique une valeur des centaines de milliers de fois supérieure à son prix de marché peut paraître peu crédible, voire carrément effrayante. Exactement, c'est le conflit entre l'enthousiasme d'une communauté soudée, qui est le moteur du projet, et la nécessité d'être crédible aux yeux du monde économique pour construire une utilité réelle. Et l'équipe principale, que dit-elle de tout ça? Les sources présentent ces deux points de vue sans prendre parti. Mais face à ce débat sur la valeur spéculative, la stratégie de l'équipe principale semble limpide. Se concentrer sur l'utilité concrète. Leur réponse à la question « Combien vaut un pi ?», ce n'est pas un chiffre, c'est le bouton de paiement en 10 minutes. C'est l'application de Dushyant Kumar. Voilà. Pour eux, la valeur doit émerger de l'usage, pas de la spéculation. En résumé, on est parti d'un simple guide technique de 10 minutes pour arriver à une vision d'un nouveau Google du Web3 tout en traversant les réalités d'un marché crypto en plein doute et les débats presque philosophiques d'une communauté mondiale sur ce qui définit la valeur. Et cela nous laisse avec une réflexion finale. Toutes ces sources mises bout à bout posent une question fondamentale. La valeur naît-elle d'un consensus social et d'une croyance partagée, aussi extrême soit-elle, comme le suggère le mouvement GCV, Ou alors, ou bien se construit-elle patiemment, brique par brique, application par application, à travers une utilité démontrée et concrète, comme semble le penser l'équipe de développement? L'histoire du réseau Pi, c'est en quelque sorte une expérience en temps réel pour voir laquelle de ces deux forces, la foi ou la fonction, définira au final le succès.